Bruce Lee est considéré aujourd'hui comme une véritable légende. Son nom est synonyme de puissance et de charisme. Il a été le porte-parole d'un véritable mouvement culturel qui englobe les arts martiaux, la philosophie qui en découle et bien sûr le cinéma. Mais comment est-il devenu une icône de la culture populaire en seulement 4 films et demi? Comment a-t-il réussi à se positionner comme le porte-étendard de toute une culture orientale bien spécifique? Et comment a-t-il réussi à transmettre cette culture au monde entier? Je vais tenter de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo qui reviendra sur la vie de l'homme, mais aussi sur l'œuvre de la légende. Bruce Lee naît le 27 novembre 1940 à San Francisco. Son père, un comédien de théâtre hongkongais, va très vite l'initier à la comédie, mais également aux arts martiaux. Il commencera sa carrière cinématographique en jouant les nourrissons à l'âge de 3 mois, puis enchaînera les petits rôles jusqu'à son premier rôle majeur à l'âge de 8 ans dans le film The Kid, aux côtés de son père. On peut d'ailleurs déjà lui attribuer dans ce film un certain penchant pour la bagarre. C'est également à cet âge-là qu'il commence à prendre des cours de tai chi avec son père, jusqu'à ses 13 ans où il commencera son initiation aux arts martiaux chinois. À 18 ans, ses parents l'envoient vivre aux États-Unis afin de ne pas perdre la nationalité américaine, mais aussi car il a un peu trop tendance à se créer des ennuis à Hong Kong en multipliant les bagarres de rue. Il fera le voyage en bateau et à son arrivée se dégotera un boulot de plongeur dans un restaurant, avant d'entamer des études de philosophie à l'université de Washington à Seattle. En parallèle de ses études, il donne des cours de kung-fu à certains élèves du campus, dont une certaine Linda Emery, qui deviendra sa femme en 1964 et avec qui il aura 2 enfants, Brandon l'année suivante et Shannon en 1969. C'est également en 1964 qu'il décide d'ouvrir une école d'arts martiaux, désireux de partager sa culture avec tous ceux qui veulent bien la connaître. Mais seulement voilà, ce désir de partage culturel est mal vu par la communauté des arts martiaux, si je peux appeler ça ainsi. En effet, pour eux, l'art du kung-fu doit strictement être réservé au peuple chinois. Mais Bruce Lee voit en cet art martial le moyen de faire comprendre la beauté de sa culture aux occidentaux qui, à l'époque, ont tendance à caricaturer et stigmatiser les asiatiques. Et afin de s'émanciper de cette règle absurde, il décide de combattre le maître Wang Jackman avec la promesse de pouvoir continuer à enseigner s'il l'emporte. Bruce Lee remportera son combat mais non sans difficulté. Et c'est à partir de cette expérience qu'il remettra en question sa condition physique ainsi que l'efficacité de son enseignement. Voilà en partie pourquoi, en 1967, il inventera une nouvelle forme de combat, le Jeet Kune Do. Un art martial ayant pour but d'allier rapidité, force et ingéniosité, notamment en mélangeant les différentes techniques de combat du monde entier comme la boxe thaïlandaise, anglaise, le judo, la lutte, le jiu-jitsu ou l'aïkido. Le Jeet Kune Do est une nouvelle manière d'aborder le combat, plus réaliste, plus efficace. On peut aussi facilement affirmer que le Jeet Kune Do est l'ancêtre du MMA tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais pour Lee, la clé d'un combattant efficace ne réside pas dans sa technique, mais bien dans sa condition physique. Pour lui, sans condition adéquate, toutes les techniques au monde sont futiles. Il commencera donc à sculpter son corps, parfois jusqu'à la limite de ce que l'être humain peut supporter. D'ailleurs, quelques années plus tard, il se blessera gravement au dos durant un entraînement, ce qui le clouera sur un lit d'hôpital pendant 6 mois et le fera passer à rien de la paralysie. Bruce Lee a toujours voulu aller plus loin que ce que son corps pouvait accepter. Et par peur de ne plus être le meilleur, de paraître faible, il s'entraînera 6 jours sur 7, parfois 4 à 5 heures d'affilée durant des années. À la fin de sa vie, il ne pèsera plus que 55 kilos. On peut d'ailleurs s'en rendre compte durant la scène d'introduction d'Opération Dragon, qui fut tournée quelques mois avant sa mort. Ce sera d'ailleurs la dernière scène tournée par le Petit Dragon. Mais revenons à l'année 64, qui fut une année décisive dans la vie et la carrière de l'acteur. Cette année-là, Bruce Lee va un jour faire une démonstration de kung-fu à Long Beach en Californie, une démonstration qui s'avérera décisive. En effet, c'est cette prestation que le producteur William Dozier découvrira, et c'est cette dernière qui permettra à Bruce Lee d'obtenir un casting pour une série qui ne verra finalement jamais le jour, mais qui lui permettra malgré tout d'obtenir un rôle secondaire dans la série The Green Hornet. Je vous laisse d'ailleurs admirer un court extrait de ce casting où Bruce apparaît tout de charisme vêtu. Now, show us some Kung Fu movements.
Well, it is hard to show it alone, but I will try to do my best. All right, maybe one of the fellows will walk in. You want to walk Yeah, in? it would be. Go ahead. Go ahead. Go ahead. All right. Go ahead. There is the finger jab. There is the punch. There is the back fist and then low. Of course, then they use leg straight at the groin or come up. Or if I can back up a little bit, they start back from here and then come back. All right. It's kind of worrying. La série sera un échec et stoppera sa production au bout d'une saison, mais elle permettra à Lee de se créer une réputation à Hollywood. Tout le monde veut connaître les secrets du Petit Dragon et ses cours de Jeet Kune Do atteindront la somme astronomique de $275 de l'heure. Les élèves prestigieux se succéderont, de Steve McQueen à Joe Louis en passant par Roman Polanski. Tout le gratin d'Hollywood veut apprendre les techniques de combat de celui qu'on surnomme à travers le monde, le Petit Dragon. Parallèlement, Bruce Lee enchaîne les petits rôles, notamment dans les séries Batman et Long Street, mais aussi en tant qu'acteur ou chorégraphe dans des films comme L'Orphelin, The Working Crew ou encore La Valse des Truands. Okay. Mais malgré ses aptitudes exceptionnelles, le cinéma américain ne propose à cette époque que des rôles extrêmement caricaturaux aux asiatiques. La mixité n'est pas le point fort d'Hollywood dans les années 60, les premiers rôles étant la plupart du temps donnés aux hommes blancs. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il se verra refuser le premier rôle de la série Kung Fu, qu'il a pourtant créé et mis en page afin de mettre en avant la philosophie des arts martiaux, mais dont le premier rôle sera finalement donné à un acteur occidental. Bruce Lee commence alors à perdre espoir. Sa carrière à Hollywood ne parvient pas à décoller comme il le souhaiterait, et c'est surtout dû à ses origines qui l'empêchent d'accéder à des rôles prestigieux. In the United States, I think something about the Oriental, the true Oriental should be shown. Hollywood sure as heck hasn't. You better believe it, man. I mean, it's always that pigtail and bouncing around, chop chop, you know, with the eyes slant and all that. Mais voilà, si The Green Hornet fut un échec aux USA, il n'en est rien en Asie. Le peuple chinois découvre les habilités exceptionnelles de Bruce Lee, et ce dernier devient si populaire qu'il se fera démarcher par le producteur Raymond Shaw afin de se voir offrir le premier rôle d'une production 100% hongkongaise, Big Boss. Sorti en octobre 1971 à Hong Kong et en mai 1973 en France, Big Boss est le film qui propulsera Bruce Lee au rang de star. Il raconte comment un Hongkongais débarquant en Thaïlande va devoir enquêter sur une série de meurtres impliquant son employeur et ses collègues de travail. C'est un des premiers films à mettre en avant les arts martiaux de manière réaliste. Et bien qu'il soit à l'origine du mythe de Bruce Lee, on va pas se mentir, il ne s'agit clairement pas de son meilleur film. C'est même sans doute le pire. Ce drame social ne parvient pas à atteindre les sommets dramatiques qu'il s'est sans aucun doute fixés. La mise en scène, les dialogues, les effets visuels, tout ceci a extrêmement mal vieilli et se veut plus nanardesque qu'autre chose. Et si vous ne me croyez pas, regardez-moi ce superbe sang orange et cette belle cascade à la Tex Avery. Maintenant, c'est ce qui va définir le cinéma de Bruce Lee, qui se positionnera toujours entre le grotesque et l'épique. Grotesque dans les scénarios ultra manichéens et pas très recherchés, et épique dans la présence quasi divine de l'acteur. Le problème principal de ces films, c'est qu'ils sont plus au service de Bruce Lee que l'inverse. Tous ces projets auxquels il a pris part ne gravitent qu'autour de sa seule personne. C'est lui le projet, lui l'intérêt principal. Sa filmographie n'est qu'un prétexte pour mettre en avant ses aptitudes physiques exceptionnelles et son charisme à toute épreuve. De là à dire qu'il s'agit du premier actionneur de l'histoire du cinéma, il n'y a qu'un pas. C'est donc la présence de Bruce Lee qui sauve Big Boss. Il jouit d'un charisme tellement imposant qu'on ne voit que lui. Et quand au bout d'une heure, il décide enfin de passer à l'action, là tout devient évident. Ce qu'il fait est unique. Sa manière de se mouvoir, ses coups, ses cris. Vous avez sans aucun doute déjà vu ou entendu ça dans d'autres films. Mais c'est ici que tout a commencé. Le film se veut relativement violent pour l'époque, à tel point qu'il fut interdit aux moins de 18 ans durant sa sortie dans les salles françaises. En effet, dans le film, Bruce Lee se bat pour tuer, et il tue violemment. Mais cet excès de violence n'empêchera pas Big Boss d'être un succès commercial en Chine, ce qui permettra à Bruce Lee de pouvoir enchaîner avec un second film, La Fureur de vaincre.
La Fureur de vaincre, sorti en 1972, se veut déjà bien plus travaillé et ambitieux que Big Boss. Quelques séquelles se font encore ressentir dans le scénario, mais celui-ci est déjà bien plus impactant. Il raconte l'une des versions de la mort du légendaire maître Yo-Yo Hanja, qui fut un des pionniers dans l'émergence du kung-fu. Il meurt en 1910 et les circonstances de cette mort restent encore controversées, comme un certain Bruce Lee d'ailleurs, qui joue ici le disciple préféré de ce maître des arts martiaux, et qui tente d'élucider les raisons de sa mort dont la cause va petit à petit le faire entrer dans une vendetta qui le mènera jusqu'à une rage ultime. À travers son découpage, Lowe, le réalisateur, fait honneur aux chorégraphies de Bruce Lee, qui atteignent ici un niveau encore aujourd'hui inégalé. Lee manie son corps comme une arme de destruction massive, sa rapidité d'exécution est inhumaine, à tel point qu'il peut enchaîner 8 coups de pied en moins de 6 secondes. Du jamais vu. D'ailleurs, ce combat à plusieurs dans le dojo japonais va énormément influencer le cinéma d'action des années 80, 90 et aussi 2000. Notamment dans Kill Bill de Quentin Tarantino qui va jusqu'à reprendre toute une partie de la chorégraphie et la fameuse tenue de Bruce Lee dans le jeu de la mort. C'est également là qu'on peut voir pour la première fois Bruce Lee se servir d'un nunchaku, une arme qu'il a réussi à rendre universelle à travers le monde et qu'il manie avec une aisance déconcertante. Soyons honnêtes, on a tous déjà essayé de l'imiter et on a tous fini avec un bleu sur le front. Les deux combats finaux sont eux aussi totalement novateurs, mais j'ai ma petite préférence pour le combat contre Robert Baker, un disciple de Bruce Lee dans la vie, un combat où on peut d'ailleurs s'en apercevoir à travers la technique de Baker identique à celle de Lee, la vitesse et l'aisance en moins bien entendu. Un combat mis en scène de façon plus qu'honorable. Les longs silences entre deux coups, les jeux de regard, l'absence de musique offrent à la scène une ambiance à la fois envoûtante et pesante. Le désespoir et la rage vont monter crescendo chez le personnage joué par Bruce Lee. Il se montrera de plus en plus impitoyable au fur et à mesure des discriminations qu'il va subir, parce que c'est bien ce que Lee défend dans ce film et défendra jusqu'à la fin de sa vie. Une culture que beaucoup méprisent car beaucoup l'ignorent, et Bruce Lee souffrira plus d'une fois de discrimination raciale. Voilà pourquoi il consacrera sa vie à faire connaître cette culture au monde entier. Il portera seul sur ses épaules le cinéma hongkongais et le propulsera vers des sommets, même si malheureusement il n'a jamais pu en prendre conscience. Le film se termine sur une ultime scène exaltante, le personnage de Bruce Lee se précipitant tout droit vers la mort, sans peur, sans regret, la caméra figeant le personnage dans une ultime posture guerrière. Magnifique. C'est dans La Fureur de vaincre qu'on se rend compte à quel point Bruce Lee a marqué de son empreinte le 7e art et la manière de l'aborder. Il est le précurseur d'énormément de procédés qu'on voit encore dans certains films actuels. Mais ça ne s'arrêtera pas là, car avec son prochain film, il va encore pousser son art jusqu'à la limite de la perfection. Également sorti en 1972, La Fureur du Dragon est pour beaucoup le meilleur film de Bruce Lee. Un des plus gros succès de l'histoire du cinéma hongkongais et plus de 4 millions d'entrées en France à l'époque. On y retrouve les thématiques propres à la filmographie de l'acteur. Le héros solitaire qui vient en aide aux siens, persécuté par des antagonistes étrangers. Dans Big Boss, Bruce Lee débarque en Thaïlande et va déjouer les plans d'un trafiquant de drogue malhonnête. Dans La Fureur de vaincre, il revient chez lui après un long voyage et va devoir défendre l'honneur de son peuple contre la tyrannie japonaise. Et ici, dans La Fureur du Dragon, Tang Lung vient en Italie afin de venir en aide à un ami de son oncle, propriétaire d'un restaurant chinois et qui se voit subir des pressions par la mafia locale afin de vendre son établissement. Mais contrairement aux deux films précédents, même si l'intrigue navigue sur les mêmes thématiques, elle est ici traitée avec bien plus de légèreté. Tang Lung se bat mais ne tue pas, et quand il tue c'est dans la contrainte et non sans remords. Bruce Lee va également étoffer sa palette d'acteurs en nous présentant un aspect comique qu'il doit sans aucun doute à son père, lui-même acteur comique en son temps. Il avait déjà tenté la comédie dans La Fureur de vaincre, mais c'était plutôt malvenu au vu du sérieux avec lequel le scénario était traité. Qu'on soit agréablement surpris par ce changement de ton ou consterné par son jeu d'acteur, il n'empêche que Bruce Lee tente des choses, et personnellement je prends un petit plaisir à le voir cabotiner de la sorte. Son arrivée à l'aéroport de Rome en introduction m'a d'ailleurs fait penser au style de finesse, toute proportion gardée bien entendu. Il faut savoir qu'à cette époque, Bruce Lee est une méga star, à tel point qu'il obtient carte blanche pour ce film. Voilà comment il va se retrouver au poste d'acteur, de chorégraphe, de scénariste et de réalisateur. La Fureur du Dragon, c'est son bébé. Il y insère tout ce qui fait de lui un homme d'exception. Sa philosophie, son humour, et plus que jamais son art ultime, le Jeet Kune Do. Il se bat avec un bâton, deux nunchakus, à main nue, il désarme ses adversaires. Bref, il nous montre tous les atouts qu'offre sa discipline. Bruce Lee prend également le temps de nous faire admirer sa musculature à travers des séances d'échauffement tout aussi impressionnantes que les combats qui y succéderont. Bruce Lee se regarde jouer dans ce film. Il aime l'homme qu'il est, mais pouvons-nous vraiment lui en vouloir ?
En termes de réalisation, on pourra trouver ça moyen en dehors des combats, notamment tous les plans à Rome qu'il a dû tourner en à peine 15 jours avant de tourner le reste des scènes dans des studios hongkongais, allant jusqu'à tourner en cachette dans le Colisée au petit matin avant de se faire prendre et de négocier l'autorisation avec un gardien sur place. C'est dans les chorégraphies et la mise en scène des combats que Bruce Lee va encore briller. Et évidemment, je ne peux pas ne pas vous parler de ce combat entre Bruce Lee et le 7 fois champion du monde de karaté, un certain Chuck Norris. Un pur moment de cinéma, unique en son genre, où on est tout simplement envoûté par chaque coup de ces deux athlètes hors pair. C'est le point d'orgue du film, et sans aucun doute celui de la carrière de Bruce Lee. Ici, pas de haine, pas de vengeance, simplement un combat à mort entre deux gladiateurs des temps modernes. Et quelle plus belle symbolique que de le tourner dans l'enceinte du Colisée. On est face à un duel digne des plus grands westerns, adoptant le même rythme de quiétude, reprenant par moments la mise en scène de ces derniers, allant même jusqu'à jouer de l'Ennio Morricone à chaque apparition de l'américain. Qui joue ici de sa plus belle moquette? Ah ben non, finalement, j'ai rien dit. Cette scène est un monument du cinéma. Elle rejoint le panthéon des moments cinématographiques gravés dans le subconscient de chaque être humain. Et la renommée de Chuck Norris par la suite en sera aussi la cause. Après le succès retentissant de La Fureur du Dragon, Bruce Lee retourne derrière la caméra pour commencer le tournage d'un tout nouveau film, Le Jeu de la Mort. Mais il interrompra ce tournage afin de tourner en priorité la première production hollywoodienne qui décide de lui offrir un rôle titre, Opération Dragon. Opération Dragon, sorti en août 1973, est le premier film réalisé en collaboration entre Hollywood et Hong Kong. Le film mêle à merveille les moyens américains et le savoir-faire asiatique afin de nous offrir un divertissement totalement barré qui mélange à la fois le genre espionnage, la blaxploitation, le film de kung-fu et le blockbuster américain. Un espèce de pot-pourri donc où gravite en son sommet le talentueux Bruce Lee, premier chinois de l'histoire à obtenir un rôle principal à Hollywood. L'histoire nous raconte comment Lee va devoir infiltrer un tournoi d'arts martiaux afin de se venger de ceux qui ont voulu déshonorer sa famille. Et pour une fois, on va pouvoir s'arrêter sur l'ensemble du casting plus qu'intéressant. John Saxon, Jim Kelly et le très imposant Bolo Yeung, qu'on connaît surtout pour son rôle dans Bloodsport, où d'ailleurs il rendra hommage à Bruce Lee en reprenant ses mots. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Le bois ne rend pas les coups. On peut également voir dans ce film une scène où Bruce Lee affronte des gardes dans un tunnel, et parmi ces gardes se trouve un certain Jackie Chan, qui a d'ailleurs une belle anecdote sur ce tournage. I was behind the camera, waiting. I just see Bruce Lee, then I just run up, then boom, suddenly my eyes all black because he just one stick right on my head. He missed it, but I do nothing. I just and I just felt, a little dizzy, but it's okay. I look at Bruce Lee. Bruce Lee doesn't do anything. He look at everybody and keep acting, turn around, back until the director say cut. Then he just throw the two sticks, just turn around. Oh my God! He run to me and lift me up. I'm sorry. And actually, I'm not paying anymore because, young guy and me, very tough. But suddenly, I don't know why, I just pretend very painful. I just want Bruce Lee hold me as long as he can. I said, during the whole day, every time he look at me, like this, I said, okay. Jackie Chan ayant déjà travaillé avec Bruce Lee dans La Fureur de Vaincre en tant que cascadeur. Là, juste là, c'est lui. Le film fait aussi beaucoup penser à un film James Bond, et c'est plutôt logique en sachant qu'à l'époque, la franchise britannique cartonne à travers le monde. On a tout d'abord cette base secrète sur une île bien gardée, Bruce Lee qui va s'introduire dans cette base afin de découvrir les plans machiavéliques du grand méchant, et le méchant en question d'ailleurs qui est un clin d'œil plus qu'évident au Dr No, antagoniste légendaire de la saga James Bond. Maintenant, on peut dire que c'est de bonne guerre puisque un an après la sortie d'Opération Dragon sortira L'Homme au pistolet d'or, qui s'inspirera à son tour du style hongkongais. J'aimerais également m'arrêter sur ce fabuleux climax qui utilise à bon escient les fameux procédés des miroirs, qui offre à la scène un rendu très intéressant et qui offre aussi un effet assez unique au combat entre Bruce Lee et son adversaire.
Le film n'offre pas les plus beaux combats de Lee, mais celui-ci est un de mes préférés de par sa mise en scène très originale pour l'époque. Et vous l'avez sans doute remarqué, ce procédé sera repris et utilisé encore et encore à Hollywood pour les décennies à venir. On peut d'ailleurs souligner que Bruce Lee a toujours été très minutieux en ce qui concerne les décors de ses films. Ils ne sont jamais là par hasard, ils servent l'intrigue et sont toujours utilisés comme un véritable personnage durant les scènes de combat, que ce soit à travers leur architecture ou simplement dans la symbolique qu'ils représentent. L'usine de glace dans Big Boss où les éléments du décor vont être utilisés au combat et vont créer une véritable atmosphère, le jardin japonais dans La Fureur de vaincre qui sous-entend que Lee avec sa technique peut s'imposer chez l'opposant étranger, le Colisée de Rome qui renvoie bien entendu au combat à mort entre gladiateurs où il affrontera son plus redoutable adversaire, la salle miroir dans Opération Dragon qui permet de jouer sur une illusion constante et de ce fait faire gagner à la scène une certaine tension, et même la pagode dans le jeu de la mort qu'il devra gravir étage par étage afin d'y dénicher un trésor. Mais ça, nous y reviendrons un peu plus tard. Opération Dragon sera un succès mondial dès sa sortie, et il propulsera Bruce Lee au rang de star mondiale. Celui qui cherchera toute sa vie le respect et la reconnaissance du monde occidental l'obtiendra enfin, mais n'en sera malheureusement jamais témoin puisque le 20 juillet 1973, quelques mois avant la sortie du film, Bruce Lee meurt à 32 ans d'un œdème cérébral dû d'après les documents officiels à une réaction allergique suite à la prise d'un antidouleur. Il laissera derrière lui une femme, 2 enfants, tout un peuple endeuillé et un magnifique héritage. Un héritage que certains n'auront aucun scrupule à souiller à travers un mouvement qu'on appellera la bruceploitation. Un sous-genre du film de kung-fu qui proposera des longs métrages hyper cheap, copier-coller avec ceux de Bruce, et utilisant des sosies de l'acteur afin de tirer profit de sa récente disparition. Car sa mort représente également un énorme gouffre financier pour le cinéma hongkongais, qui va devoir recourir à ces procédés malsains par peur de perdre en bénéfices. Le mouvement prendra fin avec l'émergence de la future star des arts martiaux, celui que beaucoup considèrent comme le digne successeur de Bruce Lee, un certain Jackie Chan. Mais Bruce Lee n'avait pas encore totalement tiré sa révérence. Il restait quelque part des séquences inédites tournées par l'acteur avant sa mort. Et ces séquences tomberont entre les mains de producteurs hollywoodiens qui vont tenter de tirer profit de ces quelques extraits afin de vendre aux spectateurs du monde entier le soi-disant dernier film de Bruce Lee. D'août à novembre 1972, Bruce Lee tourne une partie de son nouveau film, Le Jeu de la Mort. Le film devait initialement raconter l'histoire d'un ancien champion d'arts martiaux contraint par la mafia coréenne à prendre part à une chasse au trésor un peu spéciale, puisque ce dernier est gardé au 5e étage d'une pagode par 4 champions d'arts martiaux différents sur les 4 étages du dessous. Le personnage de Bruce Lee devait donc affronter et battre un champion différent par étage afin de gravir la pagode jusqu'au trésor. Un scénario hyper alléchant qui va encore une fois inspirer bon nombre de fictions modernes, pour vous citer la plus récente, je dirais le climax de John Wick 3 qui reprend le même principe, mais cette trame narrative astucieuse qui consiste à battre des adversaires de plus en plus redoutables afin de pouvoir avancer vers son but, inspirera surtout le monde du jeu vidéo qui s'en servira un nombre incalculable de fois. Malheureusement, la mort prématurée de Bruce Lee empêchera ce projet de voir le jour. Il faudra attendre des années pour que les fans du monde entier puissent voir une dernière fois leur héros en action. Et pour ce faire, Hollywood fera appel au réalisateur d'Opération Dragon, Robert Klaus, afin de raccorder les rushs de Bruce Lee à une histoire crédible. Malheureusement, il n'en saura rien puisque Klaus, également au scénario, nous pondra une histoire hyper maladroite sur un acteur de film hongkongais qui va subir des pressions de la mafia et qui va se faire passer pour mort après une tentative d'assassinat ratée afin de pouvoir se venger contre l'organisation criminelle qui le fait chanter depuis bien trop longtemps. Alors oui, le scénario en lui-même tient la route, mais le problème ici, c'est le procédé. Les 3/4 du film utilisent des sosies pas du tout convaincants de Bruce Lee, et la production en a sans doute conscience puisqu'elle cherchera par tous les moyens possibles à dissimuler leur visage en les filmant de dos, en les affublant d'énormes lunettes de soleil, de straps et même d'une fausse barbe. Le montage insérera également de la pire des manières des plans fixes de Lee dans ses anciens films, et le réalisateur ira jusqu'à coller une photo en carton du visage du regretté comédien sur sa doublure. Évidemment, tout ceci est ridicule, mais le summum de l'indécence sera de se servir des véritables images des funérailles de Bruce Lee. Bref, au-delà du fait que les doublures ne sont pas convaincantes pour un sou à tel point qu'on planque leur visage dès que possible, le film n'est qu'une opportunité de plus pour des vautours de se faire de l'argent sur le dos d'une personne décédée, et d'un artiste très minutieux qui n'aurait sans doute pas accepté que son image et son nom soient associés à cette immondice. Le film n'a que 2 choses à sauver, la musique de John Barry, compositeur légendaire de la saga James Bond, et le climax qui offre au film une toute autre ampleur dès que la véritable vedette entre en action et nous fait grâce pour la dernière fois de son immense talent.
A noter également que la tentative d'assassinat que subit le personnage censé être joué par Bruce Lee sera la même que celle qui tuera réellement son fils Brandon en 1993, ce dernier ayant succombé à une blessure par balle durant le tournage d'une scène du film The Crow. Évidemment, quand on sait ça et qu'on voit le jeu de la mort, ça rend son visionnage encore plus malaisant. Le film sera évidemment et malheureusement un énorme succès, à tel point qu'une suite verra le jour 3 ans plus tard, une suite que je ne prendrai même pas la peine de traiter ici. Heureusement, quelques années plus tard, les notes de Bruce Lee sur sa vision du film seront retrouvées ainsi que d'autres rushs. En sortira une version de 40 minutes qui ne constitue pas un support assez consistant pour en dégager une trame cohérente, mais qui a au moins le mérite de faire honneur à la vision du véritable réalisateur, acteur, chorégraphe et scénariste du film, Bruce Lee. Le montage original est disponible sur internet et mérite bien plus votre intérêt que le pseudo dernier film du Petit Dragon. Je vous conseille également le reportage Bruce Lee A Warrior's Journey qui revient sur la vision de Lee concernant les arts martiaux et sur les étapes créatives de ce dernier film qui devait à la base mettre en scène Bruce Lee, un combattant complet mettant à mal les autres styles de combat jusqu'à atteindre le sommet représentant le Jeet Kune Do à travers le basketteur et ancien disciple de Bruce Lee, Kareem Abdul-Jabbar. Bruce Lee voulait que cette ascension ait plusieurs niveaux de lecture pour le spectateur, car on peut y voir Lee tenter de s'emparer du trésor en affrontant tous ses combattants, mais on peut aussi le voir s'émanciper de toutes sortes de règles et de coutumes. Vêtu d'un habit neutre et s'adaptant à chaque type de combat afin de se connaître soi-même et de gravir les échelons de son soi intérieur. Car, comme il le dit très bien, toute forme de connaissance est une connaissance de soi-même. C'est une vision très philosophique, mais c'est celle de Bruce Lee. Ne suivre aucune voie, n'avoir aucune limite, s'adapter à l'adversité pour mieux la combattre. Mais il explique ça bien mieux que moi. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. Put it into a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or creep or drip or crash. Be water, my friend. Avec le jeu de la mort, Bruce Lee allait sans doute passer un cap décisif. Et le succès d'Opération Dragon lui aurait ouvert la voie du cinéma américain et de ce fait mondial. On est donc en droit de se demander quel rôle il aurait joué dans la période du Nouvel Hollywood des années 70 ou celle des films d'action des années 80. Malheureusement, personne ne le saura jamais, et c'est aussi pour ça que Bruce Lee est aussi légendaire. C'est sa disparition soudaine qui a laissé tellement d'interrogations autour de l'homme et de l'acteur qui fait qu'il est resté sur toutes les lèvres encore aujourd'hui. Et c'est l'ensemble de son œuvre, aussi courte soit-elle, qui ouvre la voie à tellement d'autres stars occidentales et asiatiques. Il marque encore aujourd'hui de son empreinte le cinéma, les arts martiaux, les jeux vidéo, la littérature. Il continue d'inspirer plusieurs générations et continuera encore et encore pour les générations à venir.